crois, Julien, que nous sommes le dernier obstacle avant la pause. Donc nous allons faire en sorte que cet obstacle soit facile à surmonter. Je ne vais pas vous présenter, puisque en fait, sous forme d'interview, vous aurez l'occasion de vous présenter. Je dirais simplement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que en fait, votre notoriété a explosé il y a à peu près 4 ans, avec le Grand Prix du Salon de Montrouge, et puis qu'après les choses se sont accélérées très rapidement, puisque vous avez une de vos œuvres qui a été présente, non, vous avez fait une exposition au Palais de Tokyo, et puis une de vos œuvres a été présente au Quai Branly, les Maîtres du Désordre, une excellente exposition de Jean Loisy, c'était en 2012. La même année, il y avait une exposition également chez votre galeriste Suzanne Tarassieff. Et puis depuis 2 ans, on peut aussi voir vos œuvres dans le cadre du parcours hors les murs de la FIAC, au Jardin des Plantes, à la Galerie de l'Évolution, l'an dernier, puis encore cette année, je crois qu'il y a deux installations. Exactement. Voilà. Alors, ce que je propose, c'est que l'on puisse regarder un petit film que vous avez envoyé pas plus tard qu'hier et qui m'a semblé tout à fait intéressant pour bien vous présenter en introduction. Quand je travaillais en forêt sur la faune sauvage, j'avais pas le droit de m'arrêter 5 minutes pour observer les animaux que je voyais. Il fallait que je compte le nombre, que j'évalue la distance et que je continue. Ce que je ne faisais pas, bien entendu. Il m'est arrivé quand même assez régulièrement de m'arrêter un petit peu parce que ce que je voyais, j'avais envie de le regarder. Alors que l'avantage avec l'imaginaire, c'est que c'est le lieu où les sentiments ont un petit peu un droit de cité. Et c'est bien les sentiments parce que, si on regarde par exemple le rapport à l'environnement, le nôtre il est géré par des lois qui nous sont complètement extérieures. La responsabilité, elle est prise en charge par l'État qui va te dire si ce que tu fais est bien ou mal. Mais ça entraîne un rapport à l'environnement qui est assez indirect finalement. J'ai pu côtoyer des Amérindiens en Guyane. Ils ont développé par leur légende des rapports sentimentaux avec tout ce qui fait nature chez eux. Ils ont eu des ancêtres qui ont eu des enfants avec tout ce qui bouge ou même ne bouge pas, les animaux, les arbres, la rivière. Et du coup, comme ils ont des liens familiaux et sentimentaux avec toutes ces choses-là, et du coup, ils ont un respect qui est beaucoup plus direct. Parce que comme ils les aiment, ils n'ont pas envie de leur faire de mal. Nous, notre environnement, on ne l'aime pas. Et d'ailleurs, si on veut pouvoir continuer à l'exploiter comme on le fait, il faut qu'on continue à ne pas l'aimer. Sauf qu'à un moment, il va y avoir un choix qui va devoir être fait. Parce que tant qu'on ne l'aimera pas, on ne pourra pas le défendre. Tant qu'il n'y aura pas d'amour, il ne pourra pas y avoir le vrai respect qui est nécessaire, qui doit être individuel, qui ne doit pas être d'État. C'est pour ça que je travaille avec l'art. C'est parce que moi, je crois au pouvoir de l'affect et à tous les niveaux. Pour l'écologie, mais dans une écologie qui aurait un sens large et qui comprendrait autant les rapports à la nature qu'aux ressources naturelles, qu'aux autres humains et que tout ça. C'est vous qu'on voit nu et habillé, hein, c'est ça C'est ça. On peut dire 2 mots du film qui l'a fait et c'était dans quel alors le film a été tourné par Mathilde Joannet, qui suit mon travail depuis 2 ans maintenant. Elle a commencé avec l'expo qu'il y avait chez Suzanne justement. Elle avait pour objectif de faire des petits films sur mon travail. Et en fait, de fil en aiguille, ce qui est sorti de ça, c'est un premier opus sur la façon dont j'envisage l'écologie. Et elle prépare d'autres thèmes qui sortiront un peu plus tard. Alors,
Je dois préciser qu'Isabelle et moi, on a eu la chance d'aller venir vous voir dans votre atelier maison à Orléans, ce qui nous a donné l'occasion de voir un certain nombre de vos travaux, ce qui nous a permis de voir qui était l'homme. Et en dialoguant avec vous, et c'est un peu pour ça finalement je pense que votre présence ici est indispensable, il semble que vous avez eu une pratique écologique ou environnementaliste, si je puis dire, très tôt. On a parlé de la Guyane ici, est-ce qu'on peut partir de ce point de vue? Que faisiez-vous en Guyane, Julien? Alors en fait, je suis parti en Guyane en 2000 tout rond, pour essayer de trouver une voie qui avait du mal à se dessiner. J'avais derrière moi un passé dans les sciences dures d'abord, puis dans les sciences molles. Vous avez une formation dans les sciences naturelles, on va dire? Toute petite formation, mais je me suis attaqué d'abord à la biochimie, ensuite à l'ethnologie, et puis après je suis parti travailler pour une association de protection de l'environnement qui fonctionnait comme un bureau d'études. Et mon rôle, c'était de récolter les données d'études de la faune sauvage, et puis de faire d'autres choses comme de l'éducation à l'environnement, des rapports, quelques petits rapports scientifiques et de la vulgarisation. Et vous êtes resté combien de temps? J'ai travaillé 3 ans pour cette asso. Et dans le concret, votre travail consistait en quoi dans cette... Alors, le plus gros de mon travail, ou celui où il s'est passé plus de choses, il fallait qu'on réussisse à trouver un moyen d'évaluer les densités en espèces de faune, ce qui est assez compliqué en milieu équatorial parce qu'il y a de la végétation partout, on ne voit pas forcément les animaux, on peut ne faire que les sentir ou les entendre. Du coup, la technique était la suivante. On traçait un chemin qu'on appelle un lion dans la forêt, qu'on ouvrait avec une machette. Il fallait qu'il soit tout droit et qu'il fasse un maximum de distance. 10 km, c'était le mieux. Et en fait, on parcourait tout ce chemin jusqu'à accumuler 100 km. Et en notant la présence des animaux, leur nombre et leur distance par rapport au chemin d'étude, et en travaillant à la fois sur des zones sauvages et sur des zones avec de l'exploitation forestière ou des zones avec de la chasse, parce que ouvertes par des routes, on a pu commencer à donner de la valeur aux densités qu'on avait trouvées, pour mesurer l'impact des activités humaines. Que je comprenne bien, est-ce que vous avez eu une formation artistique Ah non, pas du tout. Enfin, si, mais après. Après. Donc, au fond, la formation dans les sciences naturelles a précédé une formation puis une pratique artistique. Ouais, tout à fait. C'est intéressant dans le déroulé et dans le profil de ces différents artistes. Il semblerait, alors on le voit beaucoup à travers votre travail, que vous avez un intérêt qui est beaucoup plus marqué pour la faune que pour la flore, pour les animaux, pour les oiseaux, que pour la nature. Est-ce qu'on peut dire ça? Ça a sans doute été le cas jusqu'à il y a assez peu de temps. Mais en fait, depuis, on va dire, peut-être depuis 3, 4, peut-être 4-5 ans maintenant, il y a vraiment une ouverture qui s'est opérée dans mon travail, dans le sens où, comme je l'explique là, aujourd'hui, pour moi, l'écologie, c'est quelque chose qui devient très global et qui met tout à sa place. Donc je me suis focalisé sur l'animal d'abord parce que mes enseignants à l'époque m'y avaient vivement encouragé. Et puis en fait ça a commencé à voir vers d'autres choses. Ça m'a mené à penser la nature et les humains de concert dans leur rapport. Et ça fait germer toutes les problématiques qui sont en train d'apparaître maintenant dans mon travail. Alors, dans cette... je crois qu'on est en Amazonie, hein, enfin une partie de l'Amazonie, en Guyane, non? C'est pas le bassin amazonien parce qu'il se déverse de l'autre côté des montagnes. On est sur le plateau des Guyanes, mais on va dire que géographiquement on est à 500 km. En tout cas, vu de Paris ou vu de Marseille, on est pas très loin de l'Amazonie. Oui, c'est vrai, on est plus proche. On est en Guyane. Vous nous avez dit à Isabelle et moi, au cours de ce repas biologique, évidemment, comme il se doit, et préparé par Julien, que vous avez eu une expérience, allez, je dis le mot, mais je ne suis pas sûr que vous l'aviez employé à l'époque, quasi mystique en Oui. Amazonie. Et je crois que c'est intéressant qu'on s'y attarde un petit moment, parce que c'est peut-être une des clés de lecture de votre travail et de votre engagement. Effectivement. Non, je n'utilise pas le mot de mystique parce que j'ai trop peur que... Vous aviez dit quoi d'ailleurs? Spirituel? Ouais, ou enfin, imaginaire.
Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais à l'époque sur un chemin dans des marais qui s'appellent les marais de Goswin, et qui sont tout un dédale d'eau saumâtre entre la mer et les mangroves. Donc, milieu plutôt assez désagréable, avec beaucoup de moustiques, de l'eau croupie, les gadous partout, bref. J'ai terminé ma journée, ma matinée, je me suis arrêté à un endroit où il y avait un nid de perruches et j'ai voulu prendre les photos, les perruches en photo. Et du coup, j'ai pas fait attention, je me suis fait piquer par un nid de mouches à feu, des guêpes. Des guêpes? Ouais. Donc, en fait, j'avais la main droite qui avait doublé de volume complètement. Je pouvais pas marcher, donc je suis resté 3 heures KO. Et puis après, j'ai réussi à retourner à mon campement. J'ai passé 2 jours, donc 2 ou 3, je ne sais plus, 2 jours et 2 nuits, on va dire, dans mon hamac, à pas manger, juste à boire, et puis je faisais mes besoins, c'est tout. Et j'avais une petite souris à côté de moi qui venait me voir tous les soirs. J'étais loin de tout. Et en fait, il se trouve qu'au 3e jour, parce que j'arrivais pas trop à bouger en fait, et au 3e jour, en fait, parce que c'était la fin de saison, et il y a la pluie qui arrive régulièrement quand c'est comme ça. Quand on commence à connaître un peu, on peut l'entendre arriver, parce que c'est souvent des rideaux qui avancent, du coup il y a le bruit de l'eau qui arrive. Sauf que, en fait, ce jour-là, je sentais la pluie arriver avant qu'elle n'arrive, avant de l'entendre. Enfin, c'est l'impression que j'avais. C'est la petite histoire que... en fait, j'avais l'impression de sentir la liesse des arbres qui entendaient l'eau arriver, comme les mômes qui hurlent quand il y a la montagne, le grand 8 là, qui va descendre. C'était montagne russe. Et puis il y avait la pluie qui arrivait, et ça tournait en vague comme ça, et à l'intérieur de moi, c'était ce même truc, un peu bizarre, et où j'avais l'impression d'être un arbre comme les autres. Et du coup, est-ce que vous avez identifié qu'il y avait un esprit dans ces arbres, dans ce vent peut-être, dans cette pluie En fait, ce que j'ai gagné en Guyane, c'est que quelque part, j'ai réussi à m'intégrer. Enfin, ça, c'était le moment où, pour moi, j'ai vraiment réussi à m'intégrer dans un milieu tel que j'étais globalement. Ça veut dire qu'auparavant, j'étais toujours relativement complexé, que ce soit pour des questions de nom, de famille, relativement dur à porter. Oui, alors je précise que Julien Serrault, c'est pas un artiste, c'est votre vrai nom. Voilà. C'est papa qui me l'a donné, oui. Merci papa. C'est pas facile à porter comme nom. Bon, ça va mieux après, hein, surtout quand on est artiste contemporain, au moment on le répète pas 2 fois. Après on l'identifie plus facilement. Donc il y avait ça, le fait que je suis homo, et que ça a toujours eu tendance à se voir plus ou moins, des complexes physiques, etc. Du coup, j'étais une espèce de boule de complexe. Et quand je me suis retrouvé dans cette forêt, où les animaux passaient toujours à la même heure, parce que comme moi je faisais le même chemin toujours régulièrement, j'ai vu un peu leur balai, ils passent toujours au même endroit, ils se croisent et tout, chacun à sa place, tant qu'on respecte les règles, on ne se fait pas emmerder. Voilà. La forêt m'a prouvé que je pouvais avoir une place avec ce que je suis. Donc je suis revenu pour la trouver. Pour la prouver. À travers les œuvres, on va y revenir. Est-ce qu'on peut dater, alors je sais que le terme est un peu excessif, que vous ne l'aimez pas trop, mais une conscience écologiste de votre séjour en Guyane, ou est-ce que vous l'aviez auparavant, avant d'aller en mission en Guyane? Je l'avais auparavant, en fait. J'ai grandi avec une famille très tournée quand même sur les observations naturalistes. C'était le plus clair de nos passe-temps. C'était à Orléans ou c'était Non, c'était plutôt dans l'Oise, Val d'Oise, nord de Paris. D'accord. Alors, vous nous avez dit également que votre papa était entomologiste, c'est bien ça? Et alors ça, évidemment... Amateur. Amateur, enfin, ça n'empêche. Et vous avez participé, vous participiez à ces travaux Oh que oui, combien de papillons j'ai participé à tuer dans dans quelques pays. C'est une honte écologique, j'avoue. Mais encore. C'était un vrai massacre. Un vrai massacre? Ah oui, oui, complètement. Et qu'est-ce qu'il en faisait de ces papillons, votre père? Ils ont été étalés, épinglés dans des boîtes que j'ai récupérées il y a assez peu de temps.
Et que vous avez réutilisé dans votre travail d'artiste. Oui, en partie, complètement, pour fabriquer des espèces de petites chimères à base d'oiseaux, de papillons, de choses comme ça. Alors, est-ce que... on va rentrer un peu dans le débat et dans le sujet de ce colloque. Vous nous aviez dit également avec Isabelle que vous ne souhaitiez pas porter de message. Non. Non, c'est pas le but. Parce qu'en fait, moi, si j'ai réussi à me construire, c'est parce que en fait, je me suis construit en mode exploratoire. Ça veut dire que je ne suis pas parti avec des idées préconçues sur ce que je voulais faire ou ce que je voulais devenir. J'ai juste fait ce que je pouvais pour essayer d'adapter mes choix à ce que je suis, mais en prenant tout en compte. Ça demande une certaine forme de recul sur soi. Ça implique une quantité de possibles la plus importante possible pour chaque question soulevée. Du coup, c'est pas en donnant des messages que je peux offrir ces éventails-là, moi. Je peux les offrir seulement en essayant d'ouvrir des espaces de liberté. Enfin, de liberté, pas dans le sens... Pour moi, la liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut, c'est juste de faire des choix. Même pas forcément un bout, mais juste d'en faire, pour pouvoir ensuite faire d'autres choix, et puis à chaque fois, après, rééquilibrer. Et du coup, moi, je crois que j'ai un travail où j'ai quelques paradoxes qui se cumulent, notamment, il y a toujours cette ambiguïté entre ce qui est vivant, ce qui est mort, ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est doux et ce qui est violent, que ce soit dans les matières, dans les gestes, dans les intentions. Parce que du coup, les gens, moi j'ai pas envie qu'ils se racontent telle ou telle histoire, même si j'ai commencé à le faire il n'y a pas longtemps, c'était pas très bien. Mais, enfin voilà, je veux que les gens se sentent perdus comme ça, ils vont dans un endroit inconnu, parce que du coup, c'est comme ça qu'ils vont être capables de trouver leur chemin. Pourtant, votre travail est très identifiable, très repérable. Ces animaux alors, qui peuvent être parfois martyrisés ou qui sont déformés, ces centaures mi-homme, mi-bête, on sent qu'il y a quand même une direction dans votre travail sur cette partie-là de votre ligne. Oui, clairement. Il y a une somme de questionnements qui est assez nébuleux pour moi, surtout en ce moment, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer et dans ce que je suis et dans mon travail. Du coup, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, des éléments qui commencent peut-être à disparaître, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont apparaître à la place. Donc, qu'est-ce qui disparaît et qu'est-ce qui apparaît Je crois qu'on en avait discuté, mais ce qui disparaît, ça va être tous les questionnements autour de la mort et du cadavre, parce que ça fait quand même déjà quelques années que je travaille dessus. Donc vous avez fait votre deuil de la mort et du cadavre? Oui, enfin je continue, c'est une histoire sans fin, mais il y a peut-être un moment où on peut aussi se reconcentrer sur d'autres choses, tout en gardant cet héritage-là, parce qu'il est très important. Mais du coup, il y a des envies de choses peut-être un peu plus dansées. Et qui serait il y a déjà un petit début, donc vous avez vu des morceaux dans la vidéo, beaucoup de travail sur le terrain, notamment avec un très vieux chêne qui serait tellement vieux qu'il aurait vu passer Jeanne d'Arc. C'est ce qu'on dit en Sologne, hein, mais pour les Sologniens en même temps... Oui, ça fait 700 ans. Oui. Et puis voilà, avec de la chorégraphie, avec de la photographie, peut-être de la performance. Ouais, peut-être du travail beaucoup plus in situ. Alors, on va revenir quand même sur ce message. Moi, j'ai eu le sentiment jusqu'à présent que nous avions affaire à des artistes militants, activistes, hein, qui intervenaient sur site. Vous n'intervenez pas sur les sites naturels. Vos œuvres, même si vous vous en défendez, sont plutôt des œuvres de témoignage. Si vous étiez amené à intervenir, ou plutôt posant la question différemment, est-ce que vous
vous avez été sollicité pour intervenir sur un site et passer finalement d'une œuvre de témoignage à une œuvre d'intervention, comme on l'a vu avec un certain nombre d'artistes précédents ce matin. Peut-être pas dans ce cadre-là, non. Non, ça ne m'a pas encore été demandé. On me demande de faire des œuvres in situ, mais c'est plutôt dans des musées, dans des bâtiments architecturaux. Éventuellement des chapelles, on commence à avoir peut-être un petit peu plus de nature, même si elle est présente sous des formes artificielles. Mais en tout cas, ce qui me paraît intéressant pour moi dans ce que j'ai pu voir, c'est que oui, effectivement, les artistes interviennent sur le milieu, c'est surtout pour pouvoir avoir accès aux personnes. J'ai l'impression. Aux personnes Comme par exemple l'histoire de l'association avec les femmes, tout le travail qu'il peut y avoir pour que les gens en fait se réapproprient leur environnement, enfin les sentiments qu'ils peuvent avoir envers cet environnement-là. Parce que pour moi, il n'y a pas de... C'est pas l'environnement qui a un problème avec nous, hein, c'est juste l'inverse. Donc à partir de ce moment-là, si on veut qu'il y ait une vraie conscience écologique qui naisse, il va falloir qu'elle prenne sein et qu'elle prenne forme à l'intérieur des gens. C'est une graine qu'il faut planter dans le ventre. Et puis après, il faut la laisser pousser. C'est pas en allant faire d'autres lois ou d'autres choses comme ça qu'on va pouvoir changer la donne, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont passées au-dessus de l'écologie. L'écologie, c'est devenu un tout petit domaine, alors que normalement, elle devrait englober tous les autres. Elle devrait englober le politique, l'économique, le social. Elle ne devrait pas être en dessous. Ça traverse tous les pans de la société. Mais sans vouloir faire de catégorisation un petit peu simpliste, oui, je fais ça. Mais je vais en faire une, malheureusement. Vous venez de l'écologie de cette façon, même si ce n'était pas proprement votre mission, vous n'étiez pas activiste chez Greenpeace, hein, vous étiez intervenant dans les eaux et forêts guyanaises, mais le fait que votre formation initiale dans les sciences naturelles, pour simplifier les choses, et puis votre travail sur le terrain en Guyane qui vous a mis en contact avec la nature, avec les animaux, avec la fleur, c'est votre substrat, c'est votre départ. Et puis après, vous êtes devenu artiste et puis vous avez une formation artistique. Est-ce que finalement, par rapport aux autres artistes, on aura l'occasion de le voir peut-être cet après-midi, par rapport aux autres artistes qui, eux, viennent des beaux-arts, de la forme d'une formation traditionnelle, est-ce que, au fond, ça ne justifie pas au fait que votre démarche, elle est très différente, que vous n'avez pas de message à porter, que vous ne voulez pas avoir des œuvres de témoignage, parce qu'au fond, vous venez de cet environnement-là? Alors cet environnement-là, en fait, je l'ai quitté juste parce que la façon dont il intervenait me semblait pas très efficace. C'était pas en allant compter les tortues marines sur les plages de Guyane que j'ai vraiment participé à ce que les gens arrêtent de manger leurs œufs. Pas du tout. Au contraire, je laissais faire, ce qui était un peu... Et puis de toute façon, j'ai pas une pensée rationnelle. Et puis de toute façon, je crois plus je crois pas à la pensée rationnelle comme une... Enfin, c'est pas la messe non plus. Donc, moi, j'essaie d'apporter justement juste l'autre côté, de faire l'équilibre. Du coup, si j'ai une démarche qui est peut-être... Enfin, j'espère que je n'ai pas une démarche inhabituelle, parce que je fais en fonction de ce qui se passe. Ce serait bien qu'on soit plus nombreux à faire comme ça. Il me semble. L'œuvre qui était présente à l'exposition dont j'ai parlé du Quai Branly, elle était dans quelle section? Parce que c'était pas dans la section du chamanisme, justement. J'aurais revenir sur la pensée rationnelle. Ah non, pas ça. Si, il y avait un petit peu de ça quand même. Vous voulez pas qu'on développe l'aspect chamaniste? Parce que c'est quand même un peu ce qui transparaît de votre travail, de votre... Complètement. J'ai un peu étudié quand j'ai fait mon master à Paris 8. Je l'ai eu en 2009 et je me suis intéressé beaucoup à ces questions-là. Effectivement, pour moi, il y a quelque chose de ça. Ce que j'emprunte peut-être au chamanisme, c'est le fait d'essayer de générer quelque chose, un système imaginaire à partir de l'état de l'environnement dans lequel j'évolue. Parce qu'en fait, on dit qu'il y a autant de chamanismes différents qu'il y a de peuples à chaman. C'est peut-être parce que ce qu'il y a d'intéressant dedans, c'est qu'il s'adapte. C'est un système qui est souple. Autant pour les hommes que pour leur environnement. Ça veut dire qu'on peut s'y intégrer avec ses différences.
parce que si on est tous pareils, enfin, c'est pas... après on va se manger. Donc il faut qu'on continue à être différents. Et il faut qu'on réussisse à vivre avec nos différences. Chez nous, c'est de plus en plus difficile. Alors que, bon, après c'est sûr que voilà, les Amérindiens, ils avaient des casse-têtes, ils se mettaient la misère, ils se tuaient, ils se faisaient des trucs hallucinants. Sauf qu'à partir du moment où les Blancs sont arrivés chez eux, ils ont commencé à réfléchir autrement, les peuples se sont fédérés, ils ont créé tout un système de légende qui est parti de ça et qui est finalement beaucoup plus pacifique. Pourquoi on attend de faire la guerre pour faire la même chose? On va terminer sur une partie plus polémique. Vous êtes libre de ne pas répondre, éventuellement ça peut être un débat avec la salle. Le thème de ce colloque, c'est finalement les artistes peuvent-ils, à travers leur travail, leur intervention sur site ou leurs œuvres de témoignage, avoir un impact sur la prise de conscience de la nécessité de protéger notre planète. Je le dis mal, mais enfin en gros, c'est ça. En discutant avec les uns les autres, moi j'ai le sentiment quand même, quand on raisonne d'un point de vue sociologique, que ce sont les grandes figures médiatiques que sont Hulot ou Artus Bertrand, à travers leurs documentaires à la télévision, à travers leurs livres, qui ont eu, quantitativement parlant, un impact auprès du grand public sur la nécessité de protéger notre planète. Et au fond, j'étais en train de me dire que l'art contemporain, qui, disons-le, touche un public quand même beaucoup plus, d'abord plus limité, plus éduqué, et sans doute de ce fait-là beaucoup plus sensibilisé à la cause écologiste, est-ce qu'au fond, ça a un sens que des artistes, si on raisonne en termes d'efficacité, pour élever la prise de conscience de nos contemporains sur la nécessité de protéger la planète, est-ce que ça a un sens que les artistes parlent d'écologie aujourd'hui? Pour moi, oui, complètement, parce que là, justement, l'approche rationnelle est donc quand même globalement dénuée de beaucoup de choses de l'ordre de la sensibilité. Ça fait combien de temps maintenant qu'on l'a mise en œuvre? On a essayé de gérer l'environnement avec ça. Ça fait un paquet de temps, non? Au bout d'un moment, il va peut-être falloir juste regarder. Voilà, on ouvre les yeux, coucou, bonjour Paris, comment ça va? C'est comment la nature? Mais en quoi, les artistes sont plus impactants que les journalistes, les poètes, les romanciers, les documentaristes? Je peux pas. Moi, je peux rien assurer parce que pour l'instant, j'ai absolument aucun moyen de mesurer l'impact que je peux avoir sur les gens qui regardent les travaux. Surtout que la question de l'écologie, en fait, c'est quelque chose qui est en train d'éclore et qui a été un long processus auparavant. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'essaie de faire des choses. Et je plante des graines. J'essaie pas d'en planter seulement dans mon ventre. J'essaie d'en mettre aussi dans celui des autres. Après, que ça prenne ou que ça prenne pas, c'est pas forcément mon histoire, c'est l'histoire de chacun. Mais il y a pas. Et puis pour moi, dans ce domaine-là, en fait, il n'y a pas de petite initiative. Et puis, si à la limite cette solution est la bonne, au moins ce qui est bien, c'est que si un jour on peut le constater, peut-être qu'on pourra la mettre en œuvre. On va peut-être regarder rapidement votre travail. Vous pouvez nous dire ce qui est aujourd'hui présenté à la Galerie de l'Évolution Oui, il y a cette pièce-là est montrée dans une tente en peau de chevreuil et elle est éclairée à la lumière noire. Alors après, pour moi, le truc, c'est que j'ai toujours pas encore... C'est pour ça qu'à mon avis, il y a un décalage maintenant entre ce que je fais et ce que je produis. C'est que, quelque part, les questions d'environnement, elles ne sont pas encore très très présentes dans mon travail. Ou alors c'est très sinueux. J'ai pas encore bien identifié le chemin. Là, par exemple, c'est pour biche ou chevreuil, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi vous vouliez autant de mal à mettre autant de clous? C'est une bonne question. Merci. Et la réponse? Je voulais lui faire comme une armure. Ah, c'est plus une défense qu'une agression, en fait. Oui, surtout qu'elle était morte depuis bien longtemps. Mais il y a quelque chose d'assez... c'est pas anodin de planter des clous
dans une bête morte. Surtout qu'au niveau de la tête, des fois, il reste le crâne. Quand on tape dans un crâne, ça rebondit sur l'os et ça peut faire mal aux articulations. Et avez-vous pensé au totem à clous? Pardon? Avez-vous pensé au totem à clous? Oui, il y a aussi un peu exactement, ouais, des œuvres vaudou que j'ai connues assez jeune au musée de l'Homme, je crois. Et puis aussi, planter des clous dans un cervidé, c'est peut-être le peu qu'il reste de mon héritage chrétien refoulé. Bien, je sais que Julien, c'est un exercice que vous n'aimez pas. Oui. Vous êtes assez Lesquels? timide, celui qu'on vient de faire. Ah oui. Donc, je propose qu'on applaudisse Julien. Merci. Merci et bon appétit.